Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans ce Visio Café Presse spécial Vendée Globe. Merci aux intervenants présents. Je suis Carole Bourlon, responsable de la filière technologique voile de compétition bretonne chez Bretagne Développement Innovation, l'agence régionale de développement économique et innovation de la région Bretagne. Voilà, je suis en charge d'Eurolarge Innovation. C'est un programme d'accompagnement des entreprises de la filière technologique voile de compétition bretonne. Et de 9h30 à 10h30 tous les jeudis matins du mois d'octobre, nous vous invitons dans les coulisses du Vendée Globe. Voilà, depuis début octobre et jusqu'à la fin du mois, nous abordons tous les jeudis matins des thèmes pour vous permettre de découvrir la Bretagne Sailing Valley, un endroit incroyable où toute une filière a participé à la construction de la majorité des bateaux IMOCA au départ du Vendée Globe. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous donner l'ampleur des choses. 18 bateaux conçus et 16 fabriqués ici en Bretagne. Et puis sur les 8 IMOCA de la nouvelle génération, 5 ont été conçus et fabriqués ici. Côté skipper, 6 des 8 vainqueurs du Vendée Globe sont natifs ou installés ici en Bretagne. Et cette année, sur les 33 qui s'élanceront, 20 d'entre eux sont installés avec leur team en Bretagne. Voilà. Les 5 visiocafés que l'on fait en octobre sont captés et accompagnés d'un dossier, d'un communiqué de presse, et puis d'une banque images et vidéos libre de droit presse, qui est également mis à la disposition de la presse. Voilà, écoutez, en guise d'introduction, je vous propose de regarder rapidement une petite vidéo qui vous présente la Bretagne Sailing Valley. Voilà. Bien, je passe la main à Pierre-Yves Letrou qui anime donc le Visio-Café de ce matin, dont le thème est le numérique au service de la performance et de la sécurité. Merci Carole, bonjour à tous. Je vais commencer par faire les présentations rapidement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ils sont sur vos écrans, mais autour de la table virtuelle aujourd'hui, nous avons Gaëtan Guérou qui va faire coucou de la main au passage, voilà, qui est le patron de BSB Marine, qui produit le Oscar, le système de repérage d'OVNI qui est juste à côté de lui. Il a mis une petite image à côté. Nous avons également Jean-François Cuzon depuis les Sables d'Olonne qui va vous faire bonjour également. Jean-François qui est le patron de Pixel-sur-Mer, qui est un spécialiste évidemment de l'électronique embarquée, qui va nous raconter tout ce qu'il fait à bord des bateaux, les IMOCA, mais aussi les Ultimes. Nous avons Olivier Douillard depuis sa chambre d'hôtel à Malte, où il vient de remporter la Middle Sea Race dans sa catégorie, sur un 70 ou 72 pieds. Tu m'as dit ça hier, Olivier, mais je ne me souviens plus du... 72, oui. 72, voilà. Félicitations. Et puis nous avons Henri de Mallet, qui lui est plus sûrement du côté d'Enbon où est installé NK Marine et qui est ingénieur chez NK. J'ai oublié de dire qu'Olivier Douillard était le directeur général d'IM45, qui est une société spécialisée dans le traitement des données. Donc on va observer ça, on va explorer ça très rapidement. On va donc parler du numérique et au service de la performance et de la sécurité. Donc c'est un titre assez générique qui va couvrir beaucoup de thématiques différentes. L'idée surtout pour nous est de vous montrer aujourd'hui à quel point les technologies du numérique aujourd'hui embarquent sur les bateaux de course et à quel point ce secteur-là de la construction des industries nautiques de performance prend de l'ampleur avec les acteurs qui sont aujourd'hui. Ils travaillent dans des domaines qui sont soit assez différents, soit complémentaires. Souvent, ils travaillent ensemble. Alors, c'est pas facile de commencer par un bout de la chaîne. Il y a des gens spécialistes du pilotage automatique, des gens spécialistes de la détection d'OVNI, des gens spécialistes de la donnée. Donc, on va partir peut-être de quelqu'un qui est un petit peu en bout de chaîne, qui est Olivier Douillard, qui s'occupe notamment de la data et qui, lui, a sans doute le métier qui a le plus changé entre deux Vendée Globe et qui, aujourd'hui, est sans doute l'un des mieux placés pour nous expliquer à quel point ce secteur-là change. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel est le métier d'M45 ou AIM45
et à quel point ce métier-là est en train de prendre de l'ampleur dans la voile moderne, puisqu'aujourd'hui, les bateaux sont, pour résumer, le dire de manière un peu presque caricaturale, sont plutôt des usines à produire de la donnée et beaucoup de données. Explique-nous un petit peu ce que toi, tu fais à bord de ces bateaux-là. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, le milieu en termes de données est en train de suivre un véritable saut technologique. Alors, c'est à la fois lié au saut technologique de l'arrivée des foilers, d'ailleurs, que de manière générale avec l'arrivée dans le milieu de systèmes électroniques un peu plus évolués. Donc, il y a quelque temps, en fait, l'analyse de données dans la voile, ça concernait uniquement, on va dire, la vitesse et une analyse de performance pour développer ces polaires de bateaux. Le nombre de capteurs à bord, à part sur des très gros projets comme la Coupe de l'Amérique, était quand même encore assez limité. Et au fil du temps et ces dernières années, on a vu arriver une diversité de capteurs assez importante, ce qui a donc amené des besoins et des demandes supplémentaires. Et la première chose, ça a été quand même de pouvoir gérer cet afflux de données pour pouvoir les centraliser et l'exploiter. Et ça, c'est vrai que c'était très chronophage et assez compliqué à suivre. Aujourd'hui, en fait, on a développé une solution web numérique qui va permettre justement de rendre disponibles et accessibles toutes les informations générées par ces machines, comme tu dis. Et il y a une très grande diversité parce qu'on parle aussi bien, on parle toujours de vitesse, de mesure du vent, mais on va parler de position d'appendice, on va parler de charge d'engrais, on va parler de consommation d'énergie, de production d'énergie, on va parler de mesure de déformation du foil, au point des pièces composites en général, avec l'arrivée de la fibre optique, l'arrivée des centrales inertielles aussi à haute fréquence. Donc, il y a eu plusieurs paramètres technologiques qui ont en fait amené devoir un peu se réinventer dans le domaine, avec des sociétés comme aussi Pixel de Jean-François qui ont permis de rendre disponible en fait, en synchronisant toutes les données, quelle que soit la fréquence, et de rendre disponibles les données. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut passer à une étape où on va pouvoir exploiter ces données, rendre disponible de l'information, et puis que les données de navigation deviennent vraiment un vrai support de développement à toutes les équipes et à tout l'environnement qui gravite autour de nos bateaux de course au large. Alors juste pour bien expliciter, on n'a pas que des spécialistes dans l'audience. Ce que tu appelles le capteur, donc c'est le speedo qui mesure la vitesse du bateau, c'est l'anémo qui mesure la vitesse du vent, c'est la girouette qui mesure l'angle du vent, mais aussi les capteurs qu'il y a dans les structures du bateau qui mesurent la déformation du bateau, et un très très grand nombre de capteurs. Est-ce que juste pour nous donner une idée de l'explosion des données, nous donner quelques ordres de grandeur sur le nombre d'informations qui aujourd'hui sont produites par un bateau au cours d'une course, d'une sortie ou de. Est-ce que je sais que tu as quelques chiffres parlants. C'est toujours la problématique du big data. On peut toujours faire des gros mots et puis faire des gros chiffres. On va vite arriver à une dizaine de milliards de données sur. Ce qui est intéressant, c'est la progression. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la progression. La progression, je crois qu'on la voit plus sur le nombre de capteurs qu'on a à gérer. C'est-à-dire que si on avait une trentaine de capteurs ou une quarantaine de capteurs il y a quelques années, aujourd'hui, un ultime qui va représenter un peu le maximum de capteurs, mais qui n'a rien à envier avec les meilleurs IMOCA. Aujourd'hui, on est à 600 ou 700 capteurs et données, c'est-à-dire voilà, et que la problématique de gestion des données en général, c'est pas forcément le volume de données en elle-même, mais justement, ça va être le nombre de capteurs qu'il va falloir gérer. Donc, la problématique, elle a explosé très, très, très vite. Et donc, maintenant, il faut qu'on utilise de nouveaux outils pour gérer ça parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Alors, on va voir dans un second temps ce qu'on peut faire avec toutes ces données et pourquoi elles sont importantes pour l'optimisation de la performance. Jean-François, chez Pixel, vous, votre métier, entre autres, vous avez plusieurs métiers, c'est de faire circuler cette information, de la recueillir, de la récolter. Explique-nous un petit peu le rôle que joue Pixel aujourd'hui sur les bateaux de course. Oui, alors Pixel, au départ, on est intégrateur de système pour les bateaux de course, et c'est vrai qu'on a eu cette problématique de l'explosion de l'innovation de ces bateaux, avec, comme le disait Olivier, une augmentation très importante du nombre de capteurs. Et donc un capteur,
en place forcément, s'il n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc, toute notre démarche, on a plusieurs démarches dans l'entreprise, mais une des démarches était de rendre accessible la donnée à bord et à terre pour des outils de performance comme N45. Donc, notre travail, c'est qu'on a développé des nouveaux outils qu'on ne trouvait pas sur le marché pour venir justement collecter l'ensemble de ces données, les utiliser déjà à bord, parce que voilà, quand on parle de 600-700 données, on ne peut pas afficher 600-700 données sur un écran. Donc, il y a tout un travail à faire à bord pour sélectionner la donnée, la pré-traiter, la visualiser pour qu'en premier lieu, déjà, l'utilisateur puisse avoir des alarmes pour ne pas casser ses pièces composites, avoir des indications sur comment il doit utiliser son bateau, il peut utiliser son bateau. Donc tout ça de manière pré-mâchée déjà à bord. Et puis après, oui, l'analyse de toutes ces données, elle se fait que s'il y a un lien clair entre le capteur et l'analyse à terre. Donc toute notre démarche a été de récolter, traiter et de transférer après la course ou quand c'est possible pendant les navigations pour avoir derrière une visualisation puis une analyse avec des solutions comme propose Olivier. Après, de la donnée, c'est une partie de l'iceberg, mais c'est pas que ça. En fait, pourquoi on fait de la donnée? C'est parce qu'il y a plein de problématiques nouvelles à gérer à bord. Il y a le fait que les bateaux ne cassent pas, le fait que les bateaux sont devenus très rapides et très inconfortables. Donc, on a besoin de récolter de la donnée et d'analyser tout de suite aussi à bord cette donnée pour aider les skippers. On a des problématiques de pilotage. On ne pilote plus un bateau comme avant et on a besoin d'avoir toute cette donnée pour apporter un peu plus d'intelligence au pilote automatique. Et puis, il y a un autre volet qui est arrivé d'abord sur la Coupe de l'Amérique, sur du simple vol, sur de l'eau plate, mais maintenant sur des bateaux qui vont au large en équipage réduit. C'est le vol des embarcations multicoques d'abord et maintenant monocoque. Donc, tout ça fait qu'il y a eu beaucoup de données arrivées qu'il a fallu traiter et qui servent à l'ensemble de ces problématiques. Et nous, c'est ce qu'on a essayé on essaie de répondre à ces problématiques. On a développé une gamme de produits pour ça qui s'appelle Exocet. Très bien. Dans les producteurs de données et les consommateurs de données, il y a les pilotes automatiques dont s'occupe Henri Demallet chez NKE. Henri, est-ce que tu peux nous expliquer justement le métier que tu fais chez NKE et les enjeux aujourd'hui, rapidement, les enjeux du pilotage automatique sur ces bateaux-là? Oui, effectivement, NKE, ça fait 40 ans qu'ils font des pilotes automatiques, donc ils ont un passé. Et donc, mon boulot, ça a été essentiellement aussi de mettre à jour un peu tout ça, puisqu'il y a quand même une belle évolution au niveau des bateaux. Donc, au quotidien, l'idée, c'est de revoir un peu la gamme de pilotes et s'adapter en fonction des besoins du skipper. Donc, concrètement, NKE s'occupe de capteurs, puis d'un pilote qui se nourrit d'informations. Ils viennent des capteurs NKE maintenant. En passant aussi par les afficheurs extérieurs et aussi maintenant aussi les afficheurs intérieurs qui sont aussi le PC. Donc l'idée c'est un peu un global d'un système de navigation sur un bateau. Et l'idée avec les nouveaux bateaux c'est finalement de s'intégrer avec aussi les autres comme Pixel ou par exemple Oscar aussi est présent là. C'est de s'intégrer un peu, de trouver sa place pour que le bateau puisse être piloté au mieux. Voilà, et l'un des enjeux, on va le rappeler, ce qu'ont dit Olivier et Jeff, c'est que les bateaux ont beaucoup changé et les pilotes automatiques doivent s'habituer à la nouvelle manière de fonctionner des bateaux, notamment à la partie vol des bateaux. Et le rôle des pilotes est rendu beaucoup plus sophistiqué aujourd'hui à cause de tous ces paramètres. Oui, j'aurais ajouté quelque chose, c'est que on a aussi un travail aussi avec les architectes actuellement,
puisque au niveau des foils, il y a beaucoup de foils qui ont qui agissent différemment finalement sur la conduite du bateau. Donc, si on se jette par exemple dans une architecture de foil en T, on n'aura pas la même chose que si on va sur d'autres types de foils. Donc la complexité aussi, c'est de s'adapter à tout type de foil. C'est comment finalement on vient piloter le bateau en fonction du bateau qu'on a en face, quoi. Voilà. Très bien. On va finir ce tour de table rapide avec Gaëtan Guérou, qui lui est encore dans une autre problématique. Alors, on va monter en tête de mât avec lui, avec le petit, on dirait un petit robot tout sympa qui s'appelle Oscar, mais qui est un système de double caméra qui sert à essayer de détecter les ovnis. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce fameux produit qui embarque sur une quinzaine de bateaux du Vendée Globe, je crois. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais on est dans ce port de grandeur-là. 18, je crois, c'est ça ? 18, exactement. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je m'inscris complètement dans tout ce qui vient d'être dit. C'est en fait, Oscar fait partie de ces capteurs. Alors, on va peut-être un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on capte effectivement ce qui se passe devant le bateau et on fait une analyse assez complète parce qu'on est capable de donner l'information sur l'objet, sur sa position, sur son comportement. Et on va dire, dans un deuxième temps, on permet à des sociétés comme Pixel, NKE, qui interviennent sur les pilotes, de prendre une décision pour éviter l'obstacle. Donc, on est une très jeune société. Je pense qu'on s'inscrit complètement dans les développements dont on parle. Alors moi, pour ma part, je suis associé avec un jeune ingénieur franco-allemand qui a décidé de mettre son port d'attache en Bretagne, après avoir travaillé dans l'automobile. Il a voulu faire ce transfert de technologie de l'automobile vers le maritime, après avoir lui-même navigué un tout petit peu, navigué de nuit notamment, et s'être aperçu que quand on naviguait la nuit, on ne voyait pas grand-chose. Il a essayé de trouver un produit qui pouvait l'aider, il n'a pas trouvé, il a décidé de le faire. Il m'en a parlé. À l'époque, j'étais encore le délégué général de la classe IMOCA, et effectivement, on sait que l'un des grands risques que l'on a en mer, notamment quand on est en solitaire, c'est de faire des mauvaises rencontres. Donc, son système m'a intéressé tout de suite, d'autant qu'il était petit, léger et qu'il ne consommait pas. Donc, on est, comme je vous le disais avant, on est très jeune parce qu'on s'est lancé sur cette aventure depuis 3 ans. À l'inverse de NKE qui pratique l'exercice depuis 40 ans, on arrive, mais on profite vraiment des dernières technologies. Et on espère qu'Ostar sera, un élément de sécurité important dans les mois qui viennent, et pour ne pas dire dans les jours qui viennent. Sans rentrer dans les détails, tu peux nous expliquer, parce que on ne va pas rentrer dans les sophistications, les spécifications de l'intelligence artificielle, mais nous expliquer juste comment fonctionne Oscar. C'est un système de caméra. Alors, on a un système, Oscar a 2 éléments dans son système. Donc, l'élément que l'on trouve en tête de mât, que vous voyez juste derrière moi ici. Donc, c'est un capteur optique dans lequel on a 2 caméras thermiques et une caméra jour. Et on a une petite centrale inertielle qui permet de caler l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on prépare l'image qui ensuite est amenée à un calculateur qui se trouve à l'intérieur et qui, lui, va analyser l'image et, en finale, donner une information sur ce qui se passe devant. Je sais. Très bien. Ça vous va ? C'est parfait. C'est compréhensible par tout le monde. Jeff, on va revenir avec toi. Je voudrais que tu travailles sur les IMOCA et tu travailles aussi sur les ultimes. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu à quel point le Vendée Globe, les échéances quadriennales du Vendée Globe poussent l'innovation et les progrès dans le secteur où toi tu opères, Théo Sabdelon. C'est un moment important pour toi et pour ta société. Je pense que tu n'es pas tout seul là-bas. Explique-nous à quel point dans ce monde-là, la perspective du Vendée Globe pousse l'innovation, en particulier dans le secteur dans lequel tu travailles. Ouais, donc c'est vrai que le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, c'est des cycles. On fonctionne vraiment en cycle avec des nouvelles choses qui arrivent par cycle. Et quand on regarde 2 cycles en arrière et où on en est aujourd'hui, qu'on voit les bateaux, qu'on se balade sur le ponton, on voit que ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qui se faisait précédemment. Les vitesses de bateaux ont augmenté de manière vertigineuse, les vitesses moyennes aussi, principalement à cause de ces foils. Et donc,
c'est vrai qu'on a un support, c'est fantastique parce qu'on a des supports. Moi, je dis toujours, on est sur des prototypes qui sont à la fois machines de course avec des échéances qui arrivent très vite. Donc, il faut développer et innover rapidement pour répondre aux nouveaux besoins. Il faut aller loin. On est dans des milieux qui sont très, très durs. Voilà, ça bouge beaucoup. C'est humide. On a toujours des problèmes autour du poids, des consommations, parce qu'on est sur des machines de course. Il faut être le plus léger possible. Il faut consommer le moins. Et puis, il y a une certaine robustesse dans tout ce qu'on fait à avoir. Donc, parce que voilà, un pilote automatique, par exemple, c'est lui qui va conduire le bateau pendant que le skipper va qu'à ses occupations et notamment dort. Donc, tout ça, ce sont des briques très importantes qui demandent de la fiabilité. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que c'est très stimulant déjà parce que les résultats, ils arrivent vite sur des machines de course. On est sur quelque chose de très innovant en termes de matière composite, en termes de comportement de bateau, de pilotage, de vol. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc, en tout cas, pour nous, on l'utilise énormément comme plateforme de développement pour nos produits. Et en faisant ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ce milieu de la course au large et des IMOCA qui avaient ces mêmes problématiques. Donc, il y a aussi une diversification possible après avoir travaillé sur ces milieux-là. Et c'est vrai que l'IMOCA, avec sa régularité, ça stimule un petit peu tout le milieu. Après, là, c'est une classe qui est open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des pièces uniques, les mêmes pour tout le monde. Enfin, il y en a quelques-unes, le mât, la quille, mais aujourd'hui, ça laisse quand même une liberté aux designers pour aller un peu dans différentes directions. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de la flotte. On voit quand on se balade sur le ponton, les bateaux ne sont pas tous identiques, ils ont une histoire, ils ont des foils de différentes formes, des cockpits recouverts, plus ou moins intégrés dans le bateau. Et donc, voilà, on voit que ça bouge beaucoup. Et nous, ça nous sert aussi pour tout le développement qu'on a à faire à côté sur les bateaux volants, sur les contrôleurs de vol. On va agir sur pas mal de supports. L'IMOCA, c'est une grande partie, mais aussi les ultimes avec les problématiques de vol, des séries comme les Décision 35 qui ont un contrôleur de toute la flotte à un contrôleur de vol identique. Là, on s'adresse plus à des propriétaires navigants qui veulent voler en toute sécurité. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie émulation, peut-être insufflée par ce quadri, tous les 4 ans, il y a le Vendée Globe et qui innove, et derrière, ça arrose naturellement aussi les autres supports. Qu'est-ce qui a le plus changé? C'est quoi le principal matériel électronique qui a progressé entre les deux cycles? C'est les pilotes? C'est là que les gains ont été les plus importants? Alors, si on serait sur l'IMOCA, alors l'IMOCA, on n'a pas le droit de contrôler le vol. L'IMOCA, voilà, il y a des règles assez strictes. On a juste le droit d'agir électroniquement sur la direction. C'est une action pour conduire le bateau. Donc ça, c'est une limitation de la classe, décidée par la classe. Mais sur un IMOCA, ce qui a le plus évolué, c'est le nombre de capteurs et l'utilisation de ces capteurs pour le pilotage automatique. Et j'inclus Oscar dans la boucle aussi parce que aujourd'hui, le pilote, c'est l'historique des pilotes automatiques qui autrefois, on mettait un cap et puis le pilote, il suivait le cap, il allait tout droit, il ne prenait que le cap et il essayait d'être le plus proche possible de son cap. Aujourd'hui, on peut plus barrer un bateau de cette façon pour plusieurs raisons. La performance, si on veut aller vite, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et la sécurité. Donc, tout le travail autour des pilotes, ça a été de donner plus d'intelligence à ces pilotes un peu plus qui savent très bien aller tout droit, mais qui n'ont pas l'intelligence pour prendre des décisions si jamais le bateau gîte de trop, si jamais il y a un obstacle devant, si jamais il se passe le bateau ralentit très fortement ou commence à monter très haut en vol. Voilà, c'est tout ça qui a beaucoup changé et qui apporte aujourd'hui des modes de pilotage qui permettent au skipper d'être un peu plus en sécurité et de maintenir les performances de son bateau quand il va dormir ou quand il n'est pas sur le pont, parce que sinon, il est obligé de dégrader de manière très importante
ces performances. Et ce qui a pu changer d'une manière générale sur ces bateaux, en fait, c'est je parlais tout à l'heure ils vont beaucoup plus vite, mais c'est l'inconfort qui arrive à bord et on atteint des limites de supportabilité, enfin des skippers qui est, je sais pas des fois comment ils font parce que voilà, y aller pour quelques jours ça va, y aller pour un tour du monde c'est pas pareil. Donc du coup cette électronique elle a été là un peu pour les soulager à certains niveaux de leur conduite, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas c'est le skipper qui reste maître de tout son bateau et de toute son électronique et c'est lui encore qui fait la plus-value du pilotage, des choix de pousser son bateau ou pas, de ne pas casser, etc. Henri, chez NKE, c'est un peu la même logique de fonctionnement. Quand on a préparé ce rendez-vous hier, tu m'expliquais que vous étiez en train de préparer un nouveau pilote avec une façon de raisonner totalement différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pilote automatique va se nourrir de paramètres qui étaient relativement restreints avant, en gros le cap, la vitesse et l'angle de vent, et qu'aujourd'hui, un pilote automatique moderne, comme expliquait Jeff, se nourrit de beaucoup d'autres paramètres. Et là, vous êtes en train de préparer pour partir à zéro, quoi. Mais c'est même plus possible de développer les anciens modèles, il faut réécrire des produits de A à Z. Oui, alors partir à zéro, non, on part pas quand même de à zéro, il y a quand même 40 ans de boîte, donc on part pas à zéro non plus. Non, mais c'est vrai que il faut changer, il faut complètement changer presque d'univers électronique, puisqu'en fin de compte, on s'est basé jusque-là sur effectivement quelques capteurs à des fréquences relativement faibles. Et que là maintenant, il faut à tout niveau. Enfin, c'est vrai que c'est un travail de fond puisque on part du capteur, on va jusqu'au pilote, en passant par des calculateurs et puis en passant aussi en intégrant aussi des informations extérieures au système NKE. Mais ça nécessite un travail de fond sur l'ensemble du système. Sur un système de navigation, la faiblesse, ça va être principalement finalement les connexions entre chaque élément, puisqu'on va avoir des capteurs qui sont en haut du mât, on va avoir des capteurs qui sont à l'avant, à l'arrière, etc., qui sont partout dispatchés dans le bateau. Là où il y a une vulnérabilité très forte, c'est au niveau des câbles finalement. Au niveau des connexions sur les systèmes. Et là, dans les systèmes actuels, on a constaté qu'il y avait des faiblesses et qu'il fallait, face à ça, complètement changer de logique, que ce soit au niveau du câble en tant que tel, mais aussi dans les produits. Donc des produits plus intelligents, que ce soit au niveau capteur, que ce soit au niveau pilote, et un moyen de transfert de data entre les systèmes qui soit beaucoup plus robuste et rapide. Olivier, chez M45, on parlait du volume de données à traiter, à récolter et ensuite à traiter aujourd'hui. Explique-nous un petit peu l'usage qui en est fait, parce que l'usage n'est évidemment pas que embarqué. Il est embarqué, mais il n'est pas que embarqué. Explique-nous pourquoi c'est devenu un enjeu aussi important pour les équipes en général. Alors, en fait, là, tout le monde en a un petit peu parlé. Il y a énormément de développement dans la classe IMOCA et dans d'autres bateaux de course au large en France. Et ces développements, en fait, ils demandent des cycles, on va dire un apprentissage, un aspect pédagogique de ce qui se passe en mer très important pour pouvoir surveiller les systèmes. Et aujourd'hui, si avant, l'analyse de données, en fait, ça concernait l'analyse de performance, alors dans performance, on peut mettre pas mal de choses, mais ça concernait principalement la vitesse. Aujourd'hui, s'occuper de la meilleure vitesse du bateau, ça va peut-être être 20 ou 30% du travail qu'on va pouvoir faire avec les données. Et le reste du travail, on va être dans des notions de sécurité, dans des notions de maintenance et de préservation du matériel, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la performance, la première chose, c'est quand même d'arriver au bout. Je crois que Jeff l'a bien dit sur l'aspect inconfort des bateaux. Pour gagner un Vendée Globe, il faut le finir. Pour réussir un record autour du monde, il faut le finir. Et que ça reste quelque chose d'assez fondamental. Et donc, pour le finir, vu que les nouveaux bateaux ont intégré un certain nombre de systèmes de plus en plus compliqués, qui sont soumis à rude épreuve avec des niveaux de choc, de vibration dus aux vitesses qui sont atteintes actuellement. Il faut pouvoir développer la connaissance dans ces systèmes et pouvoir contrôler le vieillissement des systèmes.
Donc aujourd'hui, en fait, à analyser des données, ça va concerner un peu tout l'écosystème qui va tourner autour du bateau. Tous les techniciens, tous les domaines sont concernés pour pouvoir gagner en fiabilité, gagner en maintenance et donc en sécurité pour les skippers et qu'ils puissent après, en toute connaissance de cause, donc il y a aussi un aspect apprentissage du bateau qui est important à faire, et en toute connaissance de cause, puissent pousser le bateau et faire leur choix stratégique comme ils l'entendent, avec une autre problématique qui est que justement ces informations-là, je ne sais pas si c'est une de nos particularités, mais on a, on va dire, des besoins en retour d'informations qui sont de plus en plus rapides, parce que les navigations s'enchaînent et il faut pouvoir analyser une navigation pour prendre des décisions pour la suivante. Et tout ça fait qu'il faut pouvoir avoir de l'information disponible très rapidement et pouvoir la partager avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour du bateau. Donc voilà, je ne sais pas si tu es encore là, Pierre-Yves, on a l'impression que tu es déconnecté là. J'ai bien l'impression. On a perdu Pierre-Yves. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il faut quoi? Il faut réagir. Donc Voilà. petit peu. Ouais. Effectivement, Pierre-Yves a été déconnecté là. Je pense qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. Donc du coup, je reprends la main. Olivier, est-ce que du coup, tu avais encore des choses à nous dire pour compléter? Je crois que ça va, c'est ce qui va peut-être faire le lien, et Gaëtan pourra peut-être en parler justement, c'est que maintenant, tous les secteurs qui interviennent sur les bateaux sont concernés par les données, et qu'il y a une énorme multitude, et il faut que chacun puisse se nourrir des expériences qui sont faites en mer, parce que ça reste la base, et c'est aussi un peu pour ça que aujourd'hui, nous, le terrain de jeu de la course au large, c'est un peu du monde ou c'est une transatlantique, et que c'était des retours d'expérience qui n'étaient pas disponibles pour les milieux, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'était quand même c'est la réalité. Et donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir analyser un Vendée Globe. Les IMOCA, quand ils vont rentrer dans le Vendée Globe, pourront analyser ce Vendée Globe. Et donc, ce n'est pas seulement les équipes qui vont en profiter, mais tout l'écosystème qui est autour, les ingénieurs, les architectes, les différents techniciens, enfin, tout ce qui tourne autour, aussi bien pour la vie du bateau, la maintenance, que les choix qui seront faits dans le prochain cycle du MOCA pour les 4 prochaines années. Parfait. Pierre-Yves est revenu. Merci Olivier. Voilà, Pierre-Yves est revenu, donc je lui laisse reprendre la main. Petite coupure inappropriée, excusez-moi. Gaëtan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, ton système à toi s'intègre dans les autres systèmes que Henri, Jean-François et Olivier ont décrit. C'est pas juste une caméra qui va filmer, qui va prévenir le skipper. Il peut être connecté à l'ensemble du système. Hein, c'est des systèmes très très intégrés. Et il peut y avoir éventuellement des ordres donnés au pilote pour éviter l'obstacle en question s'il est bien détecté. Raconte un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors on est encore aux prémices, je dirais, de donc tout ça, mais par contre, c'est notre feuille de route. C'est-à-dire que quand on a créé Oscar, notre objectif, c'est effectivement d'apporter en finale une information au pilote automatique. Donc on est complètement liés. Et puis je pense que, comment dire, lorsque tu étais absent, Olivier parlait en fait d'un travail collaboratif entre tous. Et aujourd'hui, on peut dire qu'Oscar ce que l'on peut fournir aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collaboratif qu'on a avec toutes les équipes IMOCA qui nous ont fait suivi. Donc, on parlait de 18 bateaux, mais auxquels on peut rajouter quelques ultimes. Et tout ça, comment dire, ça enrichit Oscar. Donc, on parlait de vision artificielle, qui est une branche de l'intelligence artificielle. À la case départ, l'intelligence artificielle, elle ne connaît pas grand-chose. Donc, si on la nourrit pas, on ne l'améliore pas. Et je pense que cette amélioration, on l'a avec tout le monde, on l'a avec les utilisateurs, on l'a, enfin, avec les skippers, avec des bateaux, on l'a aussi avec les gens, qui sont autour de la table aujourd'hui, qui nous ont émis certains de leurs besoins, et on essaye de rentrer dans cette logique. En fait, on fait vraiment complètement partie, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de cet écosystème. On est un élément parmi d'autres qui effectivement apporte de la sécurité. Alors on n'est pas à 100% sur la performance, mais comme le disait l'un d'entre nous tout à l'heure, pour gagner, il faut d'abord finir. Et je pense qu'Oscar effectivement est un élément important pour ça.
Jean-François, alors juste, je précise au passage que si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas, il y a un petit onglet questions sur la droite de votre écran. Je parle aux gens qui nous suivent actuellement. N'hésitez pas à poser des questions, je les transmettrai à nos intervenants. Jean-François, aujourd'hui, là, c'est dans quel compartiment il y a encore le plus de progrès à faire? Ça va être quoi l'enjeu sur les prochaines années en termes de progrès du côté du numérique? Alors, Si tu peux nous dévoiler des choses. ouais, il y a plusieurs volets, hein. Je veux dire qu'on en est presque qu'au début de ce qu'on peut faire avec des systèmes de pilotage, de contrôle de vol. Il y a beaucoup de choses. On peut toujours mettre plus de numérique dans le bateau. Après, c'est voir jusqu'où aussi éthiquement on peut aller dans le numérique pour garder l'aspect sportif, ce qui est le cas et ce qui sera le cas encore pendant pas mal d'années. Mais j'aurais tendance à dire, bon, l'analyse de données, on est sur les prémices avec des outils comme ceux d'M45 qui arrivent. L'intégration de nouveaux capteurs dans le pilotage, il y a eu une grosse accélération et je pense qu'elle va se poursuivre sur les années à venir. On a un volet qui est assez pauvre, c'est tout ce qui est énergétique. Forcément, on met plus de choses à bord, donc il y a une gestion de l'énergie à avoir et je pense que ce sera une grande part des améliorations futures pour optimiser ça, parce que voilà, aujourd'hui, même si on rajoute des éléments de recharge comme le solaire, comme l'hydrolien, donc les hydrogénérateurs dans l'eau, ou les éoliens, c'est pas encore le stockage, c'est pas encore très optimisé. Donc il y a des travaux qui sont faits aussi dans l'industrie d'aujourd'hui aussi qui demain vont potentiellement arriver et qu'il faudra adapter à notre milieu. Donc j'aurais tendance à dire un peu tout en fait de ce qui a été initié va demain et éclore de manière plus importante. Et je pense que la grosse évolution aussi, c'est bien beau de mettre de l'électronique, des choses complexes au premier abord dans les bateaux, mais le tout, c'est d'avoir des choses très accessibles. On voit toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, on est dans le plug and play, l'apprentissage par soi-même. Le téléphone en est l'exemple principal. Et ben, tout ça, tout ce qu'on met à bord, et ben, il faut le rendre accessible et facile, fiable, accessible. Et ça va être un des gros challenges des années à venir, rendre l'innovation et la technologie transparente côté utilisateur pour en tirer la pleine essence. Donc, un gros boulot sur les interfaces à venir. Henri, une question de l'audience. Tu as parlé tout à l'heure de connexion à des informations extérieures. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qui est extérieur et quelles données ou quel type de données tu évoquais? Alors, il y a deux catégories. Les premières, c'est les NKE a un certain nombre de capteurs, mais on a des capteurs qui sont équivalents. Je pense, si on prend les attitudes, Cap ou Litangage, c'est des données que nous, on a dans notre catalogue, mais évidemment, il y en a d'autres. Et on laisse au niveau NKE la possibilité de rentrer des données de ce type directement. Enfin, on s'ouvre aux autres, on s'interconnecte, si vous voulez. Après, on n'a pas commencé, mais effectivement, il y a Gaëtan qui est là. On va pas s'amuser à réinventer l'eau chaude. On voit que l'information, la feuille de route de Gaëtan est importante. Et nous, on l'entend. Va falloir qu'on se connecte un jour sur ces informations-là. Et enfin, aujourd'hui aussi, on laisse la flexibilité des données que ce soit sur les capteurs de tension ou les capteurs de mesure de foil. Aujourd'hui, on voit en fonction des bateaux des choix de capteurs qui sont très divers et donc il est important de pouvoir se connecter avec ces capteurs-là, puisque en fait nous de notre côté le premier point c'est d'abord d'avoir ces données pour les afficher au niveau du skipper et puis après progressivement pouvoir en tirer parti et peut-être agir sur le pilote. Donc il y a les données qui existent déjà chez NKE mais on s'ouvre sur les autres systèmes et puis il y a les données type
capteurs de tension et capteurs de position des appendices, demain Oscar, sur lesquels on va s'interconnecter. Donc, c'est plutôt l'ouverture des systèmes plutôt que de raisonner uniquement un système. Après, je peux rajouter un point qui est important. On peut pas tout ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger de robustesse, un danger très fort sur les systèmes. Je pense qu'on comprend assez facilement que si un bateau donne un coup de barre qui n'est pas voulu, hier c'était on passait face au vent, on va avoir peut-être dans le pire, enfin une voile déchirée, peut-être qu'on va finir sur les cailloux aussi, hein. Avec les foilers, en fait, on est tombé dans un autre type de danger, c'est qu'on parlait d'inconfort. On va avoir des skippers qui peuvent être violemment blessés, qui peuvent même passer par-dessus bord ou autre. Donc, on ne peut pas jouer non plus à tout ouvrir et à ne rien maîtriser. Et c'est aussi un peu la difficulté avec les autres systèmes, c'est comment on ouvre intelligemment pour aussi garder une certaine sécurité à bord, quoi. Très bien. Une question, alors, soit pour Olivier, soit pour Jeff, soit pour les deux. Bruno Vernier qui demande énergie et puissance de calcul minimum. Quelle est l'énergie et la puissance de calcul minimum nécessaire pour gérer 700 capteurs sur un IMOCA, Oscar compris? Alors, je ne sais pas si les 700 capteurs, c'est sur un Ultime ou sur un IMOCA. Mais voilà, quelle est l'énergie nécessaire pour gérer tout ça? De mon côté, c'est plutôt sur un Ultime, ce dimensionnement. Maintenant, un IMOCA, il doit bien être, on peut arriver à 500 capteurs assez facilement. Par contre, sur cette question-là, je pense que c'est plus Jeff qui va pouvoir y répondre, parce qu'il est complètement acteur de ce sujet. Oui, alors, pas facile comme question, forcément. Donc, si on décompose la consommation d'un bateau, c'est vrai qu'on en met de plus en plus d'appareils électroniques. La consommation des bateaux ont augmenté. Pas doublé, mais au moins de moitié. Elles ont augmenté en l'espace de 8 ans. Parce qu'on utilise plus de systèmes, plus de mesures, des systèmes de détection, des systèmes d'analyse. Mais le gros challenge dans la consommation, ça va être plutôt les éléments qui consomment beaucoup. Et ça va être de bouger des pièces, c'est-à-dire de bouger sur le pilote automatique, dès qu'on parle contrôle de vol, on bouge tout le temps des volets comme sur les avions, et ça c'est très consommateur. Donc là il faut vraiment, si on veut partir naviguer sur plusieurs jours, il y a une optimisation énergétique à avoir. Sur le calcul, pour traiter l'ensemble des données, on n'est pas sur des consommations si élevées que ça, aujourd'hui en tout cas. Tant qu'on n'embarquera pas encore des algorithmes très avancés, ça restera raisonnable. Voilà, et puis la technologie a évolué on voit bien les ordinateurs qui étaient dans des grandes tours les années 2000, maintenant c'est dans des petites boîtes de rien du tout. Donc voilà, il y a une miniaturisation et une optimisation des consommations de l'ensemble de l'électronique qui nous permettent aujourd'hui de faire largement ce qu'on a besoin de faire dans des consommations tout à fait raisonnables pour le traitement de la donnée et pour le pilotage. Et une fois de plus, les gros consommateurs, c'est dès qu'on bouge physiquement des pièces ou alors sur des moyens de communication satellitaires qui sont allumés tout le temps, et ça consomme. C'est les gros postes énergétiques des bateaux aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense en partie. Je pense que les deux questions suivantes sont à nouveau pour toi. Les bateaux, on ne le sait pas forcément, mais les bateaux sont quand même très très connectés avec la Terre en permanence, dans le Vendée Globe, avec évidemment des contraintes de non-assistance assez importantes. En tout cas, ils sont monitorés d'assez près. C'est encore plus le cas sur les Ultimes, et c'est encore plus le cas sur les Ultimes quand ils sont en record autour du monde. Une question de Patrick Paul, c'est comment les bateaux sont connectés avec la Terre, avec quels équipements et quel débit d'accès à Internet ils peuvent avoir? Alors, en gros, il y a deux systèmes à bord des IMOCA de communication, dès qu'ils sont larges en tout cas. C'est satellitaire, deux systèmes, Inmarsat. Ce sont des satellites géostationnaires, c'est-à-dire positionnés au-dessus de l'équateur. Il y en a 4, et donc au fur et à mesure qu'on avance sur le tour du monde, on se connecte à tel ou tel satellite.
Et puis, il y a une constellation issue d'Iridium, qu'on connaît bien pour la téléphonie. Il y a une constellation qui vient d'être lancée, ça s'appelle le système Certus. Et là, ce sont des satellites qui défilent au-dessus des pôles. Donc, il y en a beaucoup plus. Et des bonnes couvertures près des pôles, un peu moins proche de l'équateur. Donc ça, c'est les deux systèmes principaux à bord, avec chacun leur avantage et leur inconvénient. Les débits, alors maintenant, on arrive potentiellement à des débits qui sont les débuts de la ADSL terrestre. Donc ça reste encore assez faible, hein, on ne peut pas télécharger, regarder des films, du Netflix ou quoi sur le bateau, ou alors il faut prendre un peu de temps. Mais ça n'empêche qu'il y a une grosse augmentation des débits. Et donc, c'est vrai qu'en fonction des classes de bateaux, on peut se permettre aujourd'hui de remonter des informations, des données, sur des formats très compressés, pour avoir une visualisation à terre de ce qui se passe. Donc, la classe IMOCA a interdit cette remontée d'informations à terre dans le cadre de leur pack non-assistance. C'est le skipper qui doit se débrouiller tout seul, sauf si la donnée est publique. Donc, c'est-à-dire un skipper d'IMOCA, aujourd'hui, s'il veut renvoyer toutes ces données à terre, il faut que ces données soient sur un site public et accessible à tout le monde, les concurrents comme l'ensemble des personnes à terre. Sur un ultime, c'est vrai que c'est quelque chose qui est systématique, hein, c'est-à-dire qu'il y a 6 navigants autour du monde, mais c'est aussi derrière toute une équipe qui peut suivre ce qui se passe sur le bateau, avoir une vision plus globale de l'ensemble des systèmes à bord, avec des spécialistes dans chaque système et venir alerter le bord sur de la messagerie instantanée, par exemple, pour alerter sur des choses qui se passent et des actions à entreprendre. On n'en est pas encore, et je pense que tant qu'on restera sur ces moyens de communication, on ne peut pas contrôler un bateau de la Terre. Contrôler, je me dis, dans sa direction, dans son contrôle de vol, c'est des choses qui parlent, vu qu'il y a ce qu'on appelle les temps de latence, donc c'est les temps de transmission qui génèrent des délais entre l'émission et la réception. On ne peut pas contrôler de manière efficace un bateau de la Terre. Donc ça, c'est utopique de penser que c'est quelque chose de possible. C'est matériellement impossible aujourd'hui. Malgré tout, on peut agir sur des petits paramètres quand même de la Terre, ce qui est complètement interdit en IMOCA, ce qui n'est pas sur d'autres séries. Voire même complètement autorisé dans le cadre d'assistance pour des séries plus populaires comme le TF35 par exemple. On ne peut pas prendre la main, on peut savoir beaucoup de choses, on peut connaître les réglages du bateau par exemple, mais on ne peut pas prendre la main. On peut prendre la main, mais on est limité dans les actions. Si on est dans des besoins d'action rapides, comme le pilotage, le contrôle de vol, ouais. On ne peut pas, de la Terre, c'est utopique de dire qu'avec un joystick, on peut contrôler le bateau. Voilà, il y a trop de temps de latence à cause des outils de communication. Et vu qu'on commence tout juste à développer la 5G sur la Terre, ce qui pourrait permettre ce genre de choses-là, on en a encore pendant pas mal d'années dans la course à la voile avant d'arriver à des temps de latence comme ça qui sont très courts. Alors justement, il y a une question. Alors, je ne sais pas si c'est encore pour toi, Jeff, ou si c'est pour lier, mais c'est l'arrivée de la 5G. Est-elle une bonne nouvelle pour les données dans la course au large ? Je peux y répondre. Une bonne nouvelle, je ne sais pas, effectivement, la pratique de renvoi de données à terre est plus ou moins contrôlée, donc son développement va forcément lié aux autorisations que les différentes classes peuvent faire. Aujourd'hui, sur un trophée Jules Verne, sur une classe ultime où là, effectivement, il n'y a pas de règle par définition, le contrôle qui se fait à terre, il ne se fait pas dans les actions. Alors d'abord, il y a plus, c'est en équipage, donc il y a moins ce besoin de contrôle. Mais effectivement, la donnée revient à terre à des fréquences qui sont quand même faibles. Donc on a des pré-traitements, à bord qui nous permettent de renvoyer de l'information qui soit valide et d'alimenter, comme on le fait en post-traitement en fait après une navigation, d'alimenter toute l'équipe et de pouvoir suivre la vie du bateau et d'aider. Alors on n'est pas vraiment forcément dans le contrôle du bateau, mais on a une discussion permanente avec l'équipage et l'équipage nous alimente régulièrement en question
sur comment ils peuvent l'utiliser, qu'est-ce qui se passe sur le bateau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, où on en est. Et on a besoin en fait de ces informations pour pouvoir leur répondre et situer et définir le niveau de performance du bateau, à la fois avec l'équipage et à la fois avec l'équipe de routage qui choisit la meilleure route. Alors après la 5G, la problématique, pour nous, elle est assez claire, c'est qu'on va au large. Donc c'est quoi la disponibilité de cette 5G au large. Donc sur du travail d'apprentissage qu'on peut faire sur des sorties à la journée, on peut imaginer effectivement des systèmes de télémétrie qui deviennent de plus en plus intéressants et sur lesquels on peut faire de l'analyse et du monitoring en direct depuis la Terre. Je pense que ça viendra doucement, mais dans notre milieu, ça reste quand même une problématique assez faible parce que on va tout de suite sur des distances où on est obligé de repasser par le satellite et là, les débits deviennent de plus en plus faibles. Ouais, juste pour compléter, ça ne va pas changer la 5G dans notre milieu, ne va pas changer les usages. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait déjà sur du 4G et les besoins de transmission de données, certes, c'est mieux si on peut en faire plus, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner les usages. Ce qui aurait pu révolutionner, c'est l'aspect interaction entre les ordinateurs à terre et les ordinateurs à bord. Mais comme le dit Olivier, sur du large, très vite, dès qu'on passe 10 000 des côtes, on n'a plus de connexion 4G, 5G, ou alors 4G très faible, et à 20 000, il n'y a plus rien. Donc, voilà, ça va pas de révolution prévue dans le milieu du nautisme, si ce n'est que quand on revient à terre, on est tout de suite, on a une connectivité, on peut échanger, on peut mettre un peu plus de vidéos dans les retours qu'avant. Donc, ça va améliorer le confort, mais pas les usages, parce que c'est déjà des choses qui sont en place, de mon point de vue. Si ça peut améliorer quelque chose, ça peut être plutôt sur les courses côtières ou les courses à la journée ou les balades à proximité de la Terre. Ça, c'est sûr. Gaëtan, une petite question à propos d'Oscar. Tu as bien expliqué que c'était un travail en work in progress, quoi, que les progrès étaient réguliers. Qu'est-ce qui manque encore pour que la détection soit quasi complète ou quasi parfaite et que le système arrive à un niveau de sécurité optimum? Est-ce que c'est encore plus de data? Est-ce que c'est des caméras encore plus précises? Est-ce que c'est du temps pour que l'intelligence artificielle arrive à intégrer de plus en plus toutes les images que tous les autres bateaux détectent? C'est quoi votre frontière aujourd'hui? C'est un peu de tout. Alors, je ne sais pas si on peut y mettre une frontière, parce qu'en fait, Oscar devient de plus en plus intelligent. Pour ça, il a besoin d'avoir de la data. Ça commence par ça. Donc, on en crée déjà. Donc, depuis 2 ans, on a maintenant à notre disposition quelques millions d'images, mais il faut quand même travailler dessus. C'est-à-dire qu'avant que la machine puisse reconnaître quelque chose, il faut qu'on lui apprenne à faire cette reconnaissance. Elle a de l'apprentissage à faire. Et plus le temps passe, plus on a de la data et plus on a des bonnes informations à mettre en œuvre. Donc, je pense qu'on sera en fait en progrès constant. Quand tu me demandes quand est-ce qu'on sera parfait, je sais pas si la perfection existe. On progresse. Pour moi, la prochaine étape, c'est d'être capable de fournir une bonne information aux pilotes. On n'en est pas très loin sur le prochain Vendée Globe. L'un des bateaux a décidé de mettre un évitement automatique en place, enfin tout au moins de le tester. Ça se fait avec Pixel d'ailleurs. On est encore, pour moi, un peu trop tôt pour généraliser ça. On n'est pas suffisamment sûr de nous, mais on s'en approche. Donc, on va dire, pour moi, la prochaine étape, c'est effectivement d'être capable de fournir la bonne information aux pilotes. Alors, on a commencé par la partie la plus dure, parce que donner une bonne information à des bateaux qui naviguent entre 15 et 30 nœuds, c'est pas la même chose pour un bateau qui navigue entre 5 et 12 nœuds. Donc, je pense que pour le milieu de la plaisance, on est très proche du but, pour ne pas dire on l'a peut-être atteint. Pour la course, on a encore besoin d'enrichir Oscar. Est-ce que justement un Vendée Globe avec 18 bateaux qui vont du coup accumuler la data, est-ce que à l'issue d'un Vendée Globe qu'on produit mécaniquement, il aura beaucoup progressé puisqu'il y aura eu beaucoup de milles parcourus avec Oscar?
Énormément, parce que déjà ce qu'apporte, je dirais, le parcours, c'est de l'image dans des conditions différentes. Et on va avoir des images qui vont être prises en Atlantique, en Pacifique, quand il fait beau, quand il pleut, etc. Comment dire, quand l'eau est à des températures vraiment différentes. Tout ça, c'est comment dire, ça participe directement à l'enrichissement. Et il est évident qu'à l'issue de ce Vendée Globe, je pense tout simplement, on aura une base de données unique au monde, et c'est vraiment important, très très important. Et pour continuer, ta base de données, elle s'alimente en temps réel. Alors, on va rappeler qu'en fait tout le monde partage les données, hein. C'est-à-dire que ce qui est filmé sur tel bateau bénéficie à tout le monde. Enfin, chaque bateau alimente une base de données commune. Mais est-ce qu'elle est alimentée en temps réel? C'est-à-dire que les garçons. Non. Comme on l'expliquait tout à l'heure, comment dire, on a cette particularité d'enregistrer de l'image. Alors, on enregistre une image, on enregistre 3 images par seconde. Alors, visuellement, c'est pas très très agréable, mais c'est quand même très très lourd. Là, chaque bateau va en fait partir avec 2 disques durs de 4 ou 5 Tera. C'est déjà très comment dire, c'est une banque de données très petite. Il n'est pas imaginable, comment dire, de la transférer. On récupérera, on reste encore sur de l'enregistrement physique. Voilà. D'accord, donc ils débarqueront. Il y a le micro on aura ça comment dire, au mois de janvier. Et à partir de là, je pense qu'on a pour quelques mois de travail pour analyser tout ça. Alors, on a aussi développé des algorithmes qui sont capables, comment dire, de nous sélectionner les bonnes images dans cette somme de data qui sera faramineuse. On pourra pas refaire 18 Vendée Globe, ça risque de nous prendre un peu de temps. Donc, on a en parallèle, on développe des systèmes qui permettent d'analyser tout ça. Et je pense qu'au mois de juin de l'année prochaine, Oscar aura fait un pas de géant, oui, sûrement. Ouais. Très bien. Olivier, une petite dernière question. Quand on a préparé ce petit rendez-vous, tu disais que pour la première fois, tu allais pouvoir, en gros, rejouer les datas d'un Vendée Globe, ce qui jusque-là n'était pas possible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette nouveauté sur ce Vendée Globe? Effectivement, je crois que même si une équipe pouvait aujourd'hui prendre toutes les données qu'elle avait collectées, mettre une petite équipe d'ingénieurs dessus pour pouvoir synchroniser tout ça et puis en retirer des informations et puis commencer à travailler dessus, c'est clairement pas disponible à l'ensemble des équipes. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut apporter. Donc l'objectif, en fait, c'est de pouvoir complètement diminuer l'aspect chronophage de traitement des données, qui aujourd'hui, quand on fait de l'analyse de données, peut représenter jusqu'à 70 ou 80% du travail, en fait, avant de mettre de l'intelligence sur les données. Donc, cette partie-là, on veut pouvoir la réduire au maximum et donc de pouvoir fournir aux équipes des informations sur l'ensemble du Vendée Globe sur lequel ils vont pouvoir travailler. Et justement, là, quand on parlait d'aspect collaboratif, je crois que être capable aujourd'hui d'avoir un retour sur les données de déformation, les pics dynamiques que vont subir les foilers, aussi bien sur le foil que sur la structure, c'est avec des données fibre optique à haute fréquence. Je crois que c'est une source d'information qui est d'une richesse très importante, aussi bien pour l'équipe, mais aussi pour le milieu, parce qu'on vit quand même sur un milieu qui a une économie un petit peu sur le fil. Hein. On vit avec des sponsors, on vit avec des bateaux en plein développement, donc tout le monde prend des risques. Et le retour d'information, il doit être important pour que le principe itératif de tous nos développements que l'on fait au fil du temps, il soit de plus en plus sécurisé, que les investissements aujourd'hui qui sont engagés dans les foilers puissent être valorisés. Et donc, pouvoir analyser un Vendée Globe, c'est quelque chose et rendre l'information disponible aux différents acteurs pour des décisions de développement futur, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ça pose quand même une problématique, et on en a parlé. C'est effectivement la production d'énergie à bord, parce que produire de la donnée, il faut pouvoir avoir de l'énergie, mettre des interrogateurs optiques sur les bateaux, même si aujourd'hui c'est bien accepté. Sur un Vendée Globe, ça a une certaine consommation, donc ça veut dire que c'est un coût en performance en termes aujourd'hui de poids de gasoil embarqué. Donc il faut pouvoir produire de l'énergie la plus, on en parle souvent effectivement en ce moment, mais la plus propre, ou du moins la plus
simple possible pour qu'on puisse aussi laisser allumer les capteurs qui vont nous permettre d'amener de l'information la plus pertinente possible, quoi. Et aujourd'hui, je pense que le fait de rendre disponible et d'avoir les outils numériques qui vont nous permettre d'exploiter ces données, ça pousse en fait le milieu, et c'est aussi ça l'objectif, à justement mettre en place les systèmes qui vont bien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir un retour d'information qui va être disponible et accessible, et donc qui va pouvoir nous servir sur des développements futurs. Alors, une question de Rachel Portal qui dit « Nos entreprises françaises, en particulier bretonnes, sont en pole position sur toutes les technologies qu'on vient d'évoquer. Qui sont vos principaux concurrents sur ces technologies-là à l'international ?» Je ne sais pas si vous voulez répondre rapidement à votre cours. On va commencer par Henri qui n'a pas beaucoup parlé sur cette fin de webinaire. Est-ce que quand on est chez NKE, à Hennebont, qui sont les concurrents sur les nouvelles technologies de pilotage et de pilote automatique? Qui sont les concurrents à l'étranger? Tu peux donner des noms, hein, s'il y en a. Oui, alors, il y en a quelques-uns. Je pense que nous, on regarde pas mal du côté Garmin notamment. Après, ce qu'on constate, c'est que pourquoi il y a quand même des sociétés de notre taille, finalement, des PME, qui arrivent à rester à flot, parce qu'il y a un géant comme Garmin, ça n'a rien à voir. Après, il y a Brooks, mais Brooks, c'est plus européen. Mais en fait, il y a quand même un constat que je fais qui n'existe pas, par exemple, dans l'aéronautique ou l'automobile, c'est que c'est très difficile de faire un pilote qui fonctionne. Il y a une vraie part de test qui est très difficile à mettre en œuvre. Voilà. C'est que faire un pilote, ça fonctionne bien. Faire des essais, même on va parler avec Olivier du traitement des données, donc ça c'est hyper important ce travail-là. N'empêche que on peut pas régler un pilote que en faisant du post-traitement. Les bateaux font des speed tests, les bateaux équivalents, c'est hyper important pour faire l'avancée. La partie test aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Parce qu'un bateau qui vole sur un lac, on parlait des AC35, ça marche bien. Faire voler un bateau, la taille de l'ultime, ça peut bien fonctionner, mais il y a quand même des phases qui sont assez dangereuses et qui demandent un certain nombre de on peut pas modéliser tout modéliser. On peut pas modéliser la mer. C'est déjà très difficile d'avoir toutes les conditions de mer représentées. Donc, on peut pas tout modéliser. Donc, il y a forcément une part finalement d'inconnu qui fait que souvent on se casse les dents dessus. Et c'est aussi notre quotidien. On se casse pas mal les dents sur des cas particuliers, qui fait qu'aujourd'hui, je trouve mes concurrents aussi sont aussi en France, et puis parce qu'on est assez spécialisé dans ce domaine-là. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de concurrents. Enfin bon, il y en a quelques-uns, mais je pense on s'auto-alimente ici en Europe, quoi. Alors, on va demander à Jean-François qui a une ancienneté et qui a été intégrateur de matériel, et nous répond sur cette partie concurrence. Donc, concurrence, en fait, on en parlait de milieu dans lequel on évolue. On est toutes les entreprises présentes ici. On a la chance d'avoir ce support d'innovation qui nous tire, et cette concurrence un petit peu locale, comme évoquait Henri, qui nous pousse vers l'excellence à l'international. Les grandes marques électroniques, que ce soit Garmin, B&J ou d'autres, ils ont d'autres problématiques aussi. Ils ont des problématiques de grand public, de rationaliser les coûts, et tout ça, à un moment, ça peut freiner aussi l'innovation, l'interaction que nos sociétés n'ont pas, parce qu'on est sur, on va d'abord chercher à atteindre la perfection, et de là, on voit comment on peut décliner sur du plus grand public. Donc, moi, je vois pas vraiment d'entreprise. On intervient dans plusieurs domaines de notre côté. Donc, il y a le pilotage, il y a le contrôleur de vol, il y a la gestion de la donnée. Je vois pas énormément de concurrence internationale aujourd'hui. En tout cas, j'en ai pas encore identifié en ce moment. Bon, grand bien vous fasse.
Merci à tous les trois. Il est 10h34, donc on a à peu près tenu le timing. Je vais laisser la parole à Carole, à tous les quatre, pardon. Je vais laisser la parole à Carole pour conclure cette matinée. Oui, merci à tous de votre participation et merci Pierre-Yves pour cette animation. Merci aussi à nos intervenants. Hein. Ce visio-café reste accessible en replay à l'issue de cette rencontre. Elle sera également accessible à tous sous peu sur la chaîne YouTube Eurolarge. Et puis, nous vous donnons rendez-vous donc jeudi prochain pour le 5e et dernier visio-café. Donc, il aura lieu encore de 9h30 à 10h30. Autour du thème, là, on va ouvrir un petit peu plus le sujet, montrer comment les technologies de la voile de compétition embarquent à bord des navires commerciaux. Voilà, bonne journée à tous et puis merci encore de votre participation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.